kon nag thème bi tey mooy al islam wal alam wa nahnu. L'islam, le monde et nous. Mais nous, ñan, nous en tant qu'Africains, mais aussi nous en tant que Sénégalais. ci biir alam boobu ak biir islam boobu fan lañ ciy trouver suñu bopp. Certes, nous ne sommes pas encore à l'heure du bilan. Mais en ce 20e siècle, notre planète n'a connu que des bouleversements et des affrontements assez tragiques. De 1914 à 1918, de 1939 à 1945, de Hiroshima à Nagasaki, de Genbenpo à Varsovie, de Yalta à Bandung, de Stockholm à Landshut, du canal de Suez à Jérusalem, de Camp David à Madrid, de Malte à la tempête du désert. De riposte en riposte, chacun se demandait si la guerre froide n'allait pas d'un moment à l'autre dégénérer en un troisième conflit nucléaire. Que dire aussi des autres foyers de tension? La France et l'Algérie, la marche verte au Maroc, l'Indochine et le Vietnam, la Syrie et le Liban, la Palestine et Israël, les bombardements de Tripoli, l'Iran et l'Irak, la Somalie, la Bosnie-Herzégovine et j'en passe. C'est un bilan lourd en pertes humaines. Et les affrontements politico-ethniques ou confessionnels n'ont fait que payer la facture de la guerre à des centaines de millions d'êtres humains, mais pour le compte de qui? Pour le compte de qui? وإذا الفلسطيني سئل بأي ذنب قتل لا يدري. وكذا اللبناني والجزائري والإيراني والعراقي والصومالي والبوسني. فاسأل الجميع إذا سئلوا بأي ذنب قتلوا لا يدرون أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. حقا هناك اليوم الموعود وحقا هناك شاهد ومشهود. Pour certains, l'après-guerre ne l'a pas été à cause de la guerre froide que se sont livrées les deux superpuissances, les États-Unis d'Amérique et l'Union soviétique. Cela s'est traduit en des conflits armés, des luttes de libération nationale et enfin en des combats qui opposent tous les colonisés d'hier. De notre côté, les bouleversements techniques, les bouleversements technologiques soulignent le contraste entre la croissance ultra rapide des pays développés et le retard poignant du tiers-monde qui découvre chaque jour sa misère et sa pauvreté. Enfin, le 26 juin 1945,
c'est la création de l'Organisation des Nations Unies, ONU, et ses différentes composantes. Le Conseil de sécurité, le Conseil de tutelle, le Conseil économique et social, la Cour internationale de justice et d'autres institutions spécialisées comme l'OIT, Organisation internationale du travail, en 1944, la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en 1945, l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, en 1946, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en 1948, la BIRD, Banque internationale pour la construction et le développement, en 1945, qui se trouve aujourd'hui la Banque mondiale, le FMI, le Fonds monétaire international, en 1945, le GATT, Organisation internationale du commerce, en 1947, l'UIT, Union internationale des télécommunications, en 1950, la FSI, Société financière internationale, en 1955, l'OACI, Organisation de l'action civile internationale, en 1957, l'OMCI, Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, en 1958, l'AID, Association internationale pour le développement, en 1960, malgré toutes ces institutions internationales et organes des Nations Unies, l'ONU n'a sûrement pas pu répondre à tous les espoirs des peuples. Quelqu'un l'a si bien dit. L'illusion, souvent, a engendré la déception. C'est pour cela d'ailleurs que la crise économique a succédé à la croissance réputée exceptionnelle. Et l'Europe a accusé un retard par rapport aux États-Unis et au Japon. En même temps, plusieurs pays d'Asie du Sud-Est passaient en quelques années du club des pauvres à celui des riches. L'alternance, elle, a joué à plein dans la plupart des États démocratiques. La liberté, finalement, s'est montrée plus solide qu'on ne le croyait. Une vaste remise en cause intellectuelle, culturelle, morale, économique, politique, sociale, dont mai 68 a éclairé le monde en quelques semaines. D'autres nous disent qu'il y a là un renversement des valeurs. Valeurs qui ont fait durer l'humanité et les valeurs qui l'ont fait progresser. Lors d'un colloque organisé en 1968 par l'UNESCO, un des conférenciers a bien voulu nous livrer cette précision, je le cite. La science, à ce jour, nous a procuré, certes, une masse infinie de connaissances, mais sans nous dire comment les utiliser. En vérité, elle a joué les apprentis sorciers. Elle a déchaîné ce génie dangereux qui a pour nom technologie, lequel menace les idées fondamentales que l'homme se fait de son existence. Le malaise, la crise et parfois même la révolte gagnent des groupes importants de la société universitaire, médecins, travailleurs, enseignants et d'autres. Il suffit donc de poser la question pour constater que les valeurs qui font progresser l'humanité ne sont pas les mêmes que celles qui la font durer. Car tout changement indéfini entraîne la destruction, puisqu'il dépasse le développement, l'achèvement. Les valeurs religieuses et spirituelles, si naïves
qu'elle puisse nous paraître à nous, les scientifiques d'aujourd'hui ont prouvé leur aptitude à soutenir la durée de l'humanité. À l'inverse, nous voyons ce qu'apportent à court terme les valeurs scientifiques, mais à long terme. Car promouvoir un brillant court terme, c'est bien, mais pour aller où? Pour aller où? La problématique actuelle du monde réside dans cette bouleversante question. Et malgré l'euphorie excessive, le capitalisme américain de John Kennedy à George Bush souffre d'une éclipse. Le communisme tant célébré de Lénine à Staline, de Khrouchtchev à Brejnev, ce communisme, dis-je, s'est effondré sous le regard déçu de Gorbatchev et de Yeltsin. L'Allemagne et le Japon ont été ébranlés dans leur stratégie industrielle. En Europe de l'Ouest, la crise de l'emploi s'est déroulée sur fond de crise monétaire. L'Afrique, morcelée et déchirée, ne sait toujours pas concilier culture et développement. Un monde donc sans repère. Un monde obscur et divisé. Un monde où les crises se croisent, rendant le présent inquiétant et l'avenir incertain. Un monde secoué économiquement et désaccordé politiquement. Partout, on parle de panne confirmée, de monnaie ébranlée, de chômage aggravé, d'activités désynchronisées. Dans tous les domaines, il y a ce constat. Industriel, industrie, pessimisme. Agriculture, on parle d'agitation. Emploi, on parle de retour en arrière. Commerce, on parle d'excédent. Syndicalisme, on parle de panne de projet. Transport, on parle de perte humaine. Logement, on parle de monopole. Tourisme, on parle de dégradation des mœurs. Communication, on parle d'agression. Et en environnement, on parle de déchets toxiques. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيديهم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Face à cette situation de crise générale ou généralisée, face à cette situation de crise générale ou généralisée, tous les regards se tournent vers la religion. Sentiment d'espoir pour les uns, ou parfois sentiment de plainte pour les autres. À y réfléchir, nous nous trouvons face à une remise en cause de tous les systèmes qui, dans leur diversité, et malgré leur diversité, n'a pas pu constituer un ensemble cohérent de développement. Raison pour laquelle, depuis une décennie, les jeunes consacrent leur réflexion à la religion. Car pour eux, la politique, au sens noble du terme, ne semble guère faire recette pour assurer leur avenir. Puisque cet avenir, c'est à la jeunesse de l'assumer. Et si la politique paraît nécessaire pour les adultes, elle est souvent perçue pour les jeunes comme un mal nécessaire. Et si encore, elle n'est autre chose que l'affaire des hommes au pouvoir, adieu l'espoir des peuples. En Russie,
un général a regardé Staline un jour en murmurant cette phrase: triomphe d'un homme, tragédie d'un peuple. Dans ce contexte, quel sera le rôle de l'islam pour débarrasser le monde de sa misère millénaire? L'islam habite notre avenir, disait Roger Garobi. Seulement la question qui mérite d'être posée par chaque musulman honnête est celle-ci. Qu'est-ce que l'islam a de si dangereux pour avoir un si grand nombre de détracteurs? Mahdi Bazargan disait aux hommes de l'opposition iranienne qui voudraient Mahdi Bazargan disait aux hommes de l'opposition iranienne qui voulaient évacuer l'islam de la scène politique, il disait ceci: la démocratisation ne signifie pas la fin de la République islamique. Car l'islam, même pour les non-musulmans, a toujours joué un rôle tampon pour réduire les excès. Parce que les dirigeants politiques, même s'ils ont des acteurs, ils ne peuvent pas assurer l'essentiel de la gestion des États. Pour l'islam donc, il faut que chacun exprime ses idées. Idées qui jaillissent nombreuses au milieu de toutes les occupations. Toutefois, ces idées réunies dans un vrai laboratoire social seraient ordonnées, classées, synthétisées, et il en sortirait un art de première nécessité dont il n'existe chez nous pas même l'embryon. Il s'agit du facteur humain. Enfin, et pour conclure, je veux saluer la réponse de Sa Majesté Hassan II lors d'une interview accordée à l'hebdomadaire Le Point. La question est voici: êtes-vous optimiste sur la façon dont l'islam peut aborder la modernité? Hassan a répondu: l'islam n'est pas contre la modernité. Mais si vous considérez que la modernité, ce sont les femmes habillées en robe de plastique transparent, ou la possibilité pour les homosexuels de se marier, alors, dans ce cas, oui, l'islam est complètement moyen-âgeux. Fin de citation. Je vous remercie. ku jàngul tubaab bi moom xam nga wax ja dafa dul leer waaye ngeen dal na ko tuuti rek. Def nañu discours bi nag tiré nañ ko ak index yi moo àndal ku ko ci soxla rek mën nga ko ñaan ñuy yore organisation bi danañ la ko toppatoo donte sax nag amal lu leen njëriñ waaye ba tey ngeen gànte ko rek ni souvenir la. Ok waaw ni talibé woon ci daara ja ñoo doon jàngantu ñoo ko